Alors, bonjour tout le monde. Merci à la maison d'être présent avec nous pour cette conférence Habiter sur le campus ou à proximité. Avant de laisser la parole à nos conférenciers, juste quelques petites instructions de base comme vous voyez à l'écran. Donc, cette conférence-là va être enregistrée et disponible par la suite pour rediffusion sur la page Les portes ouvertes se poursuivent. Je vous mettrai le lien dans le clavardage. Votre micro et caméra sera fermé durant toute la durée de cette séance qui durera un maximum de 45 minutes. Je vous invite également à poser vos questions via l'icône Q&R ou Q&A dans le bas de cette fenêtre. Et puis, nous allons y répondre de vive voix à la fin de la présentation de nos conférenciers et conférencières. Donc, je laisse tout de suite la parole à Yannick Nantel. Alors bonjour, c'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Donc, je vais juste opérer le petit partage d'écran, ça va prendre quelques secondes. Donc voilà, comme Véronique le disait, bienvenue à cette conférence-là, Habiter le campus ou un logement à proximité. Dans la conférence, on sera 3 intervenants. Donc, il y aura Annie Legault, adjointe à la direction aux résidences Zoom, Gaëlle Deschamps, qui est coordonnatrice de la vie étudiante aux résidences Zoom, et moi-même, qui est coordonnateur du logement hors campus des services aux étudiants. Donc, la conférence, en fait, va traiter de 2 éléments essentiels. Vous l'avez sans doute déjà compris. Donc, ce sera une présentation des résidences Zoom, les résidences de l'Université de Montréal. Et ensuite, en deuxième partie, une présentation du service de logement hors campus et de certains éléments par rapport à la recherche d'un logement à Montréal. Je vais maintenant laisser la parole à notre première intervenante, Gaëlle Deschamps, qui va entamer les explications sur les résidences Zoom. Bonjour, bienvenue. Donc, aujourd'hui, ma collègue et moi, nous allons essayer de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Nous allons voir le processus de location. Donc, en gros, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un studio en résidence? Nous allons passer en revue nos différents types de studios et je vais prendre quelques minutes avec vous pour vous parler de la vie en résidence. Donc, je passe la parole à ma collègue Annie Legault. Bonjour tout le monde. Alors, la première étape, si vous êtes intéressé pour un studio dans les résidences de l'Université de Montréal, tout le processus débute en fait le 1er mars à 9 h. Donc, il est important, même si vous n'avez pas encore de réponse officielle du programme d'études dans lequel vous voulez être admis, vous pouvez, dès le 1er mars à 9 h, vous inscrire via le site web des résidences. C'est vraiment premier arrivé, premier servi, donc c'est une date très importante à retenir si un studio dans les résidences vous intéresse. Par la suite, vous recevrez des résidences vers la mi-avril, une offre de location. Donc là, ça devient un petit peu plus sérieux et on vous demande un certain engagement. L'offre se fait par le web et c'est donc par courriel que vous recevrez l'offre de location à laquelle vous allez devoir répondre à peu près avant la mi-mars. Donc, on se rappelle que pour habiter les résidences, il faut être un étudiant inscrit à temps plein à l'Université de Montréal, à la Polytechnique ou au HEC. Donc, prochaine diapo, je vais vous parler un petit peu de nos studios. On a 4 types de studios qui sont répartis dans 3 bâtiments différents pour un nombre total de 1123 studios dans les résidences de l'Université de Montréal. Alors, en signant un bail aux résidences, vous allez avoir un bail de 8 mois, donc du 1er septembre au 30 avril de l'année académique en cours. Bien certainement, vous avez priorité pour pouvoir poursuivre l'occupation du studio dans les mois d'été et également priorité pour pouvoir renouveler l'année suivante si vous continuez vos études comme étudiant à temps plein. Alors, les logements sont chauffés, meublés, éclairés et Internet est inclus aussi dans le prix du loyer. C'est vraiment clé en main. Alors, on va regarder maintenant les différents types de studios. Alors, en premier, je vous parle
brièvement du studio simple. Donc, c'est un studio qui est 402 $ pour l'année en cours par mois. Donc, le loyer est payable le premier jour de chaque mois. C'est un studio qui est conçu pour une personne. Donc, on y retrouve ce que vous voyez dans la liste qui est là. C'est entièrement meublé. Et c'est le studio que nous avons en plus grande quantité dans les résidences. Donc, c'est essentiellement une chambre où tout est inclus. La salle de bain est en partage sur le couloir. Et les cuisines sont disponibles, c'est des cuisines communautaires qui sont disponibles au rez-de-chaussée de chacun des immeubles. Donc, le loyer est actuellement de 402 $. L'année prochaine, l'année pour laquelle vous êtes probablement intéressé, il pourra y avoir une petite augmentation. Le deuxième type de studio qui est disponible est un studio double. Donc, c'est exactement le même concept, cuisine communautaire, salle de bain en partage sur le couloir, mais le studio double est principalement conçu pour 2 personnes ou pour une personne qui souhaite avoir plus d'espace. Donc, il est à peu près le double en termes de superficie et c'est le même concept. Donc, c'est 655 $ par mois et tout est inclus. Clé en main, tous les services sont inclus, la même chose que le studio simple. Et quand je parle des services, je vous l'ai dit, il y a Internet, l'électricité, le chauffage, donc vous n'avez aucune autre dépense à prévoir. Le troisième type de studio qui est disponible, ce sont les suites avec salle de bain. Alors, si c'est un type de studio qui vous intéresse, donc c'est une salle de bain privée, il faut cependant considérer que nous n'en avons que 8 sur les 1123 studios disponibles. Donc, c'est plutôt difficile à obtenir. C'est important de vous inscrire rapidement, mais même si vous vous inscrivez dès le 1er mars, c'est moins chanceux comme disponibilité. Donc, le loyer est de 757 $ par mois. Nous avons également des studios adaptés qui sont pour des personnes à mobilité réduite. Donc, l'aménagement est facilité pour un déplacement en fauteuil roulant. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous devez entrer en contact avec le bureau de soutien aux étudiants en situation de handicap pour soumettre votre candidature et l'étude de votre dossier. Alors, nous avons sur notre site web un onglet que nous avons récemment ajouté qui vous permettra de voir les différents studios dont on vient de parler, mais aussi de pouvoir faire une visite 3D. Donc, vous serez en mesure de vous déplacer dans un couloir, vivre un peu mieux l'espace et les salles de bain même et les espaces communs. Donc, je vous invite à vous y rendre si vous voulez visualiser un peu à quoi ça ressemble réellement. Je vais donc laisser la parole à Madame Deschamps, qui va pouvoir vous parler un petit peu plus de la vie en résidence. Donc, les gens vont décider de venir vivre en résidence pour différentes raisons. Au fil des années, nous avons pu en établir 4 principales. Donc, on parle de la proximité. Il faut savoir que les résidences de l'Université de Montréal sont vraiment au cœur du campus. Donc, quand c'est le temps de partir à vos cours, d'avoir accès aux services de l'université ou bien de participer à différentes activités sur le campus, vous pouvez tout faire ça à pied ou à vélo. Donc, c'est vraiment fabuleux. Il y a évidemment le prix, la sécurité. Donc, l'ensemble de nos bâtiments sont barrés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et nous avons aussi un service de gardien le soir, la nuit et la fin de semaine. Et bien évidemment, vous pouvez communiquer avec le service de sécurité de l'université 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a aussi la vie en résidence. Donc, cette vie en communauté que les gens vont parfois rechercher. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler en fait de la vie avant la pandémie, parce qu'il faut savoir que ce sont vraiment les locataires qui font des résidences ce qu'elles sont. Donc, parfois, on me demande à quoi ça ressemble les résidences au niveau de l'ambiance. Moi, je vous dirais, il faut vraiment se promener sur les étages parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas un étage de pareil.
puis qu'au final, c'est vraiment les gens qui y habitent qui vont y mettre de la vie, de la couleur. Donc, si un jour vous venez habiter aux résidences, vous allez mettre vous aussi votre couleur sur votre étage. Et c'est ça qui rend le tout magique. Quand on parle de vie en communauté, il faut être aussi très à l'aise avec les gens, le bruit, les odeurs. Donc, il faut être à l'aise avec le fait qu'il y a beaucoup de vie autour de nous. Vivre en résidence, c'est aussi pouvoir profiter de différents services, des commodités, puis des activités qui sont offertes par certains des locataires, parfois aussi par le comité de vie en résidence. Donc, parmi nos services qui étaient offerts en fait avant la pandémie, on avait le programme de jumelage coloc. Donc, on offrait aux futurs locataires la possibilité d'être jumelés avec des locataires actuels, vraiment pour avoir un point de repère avant même d'arriver aux résidences. Donc, c'était vraiment fabuleux parce que ça permettait de faciliter l'intégration, en fait, des nouveaux locataires dans leur nouveau milieu de vie. On a aussi des espaces de dons et de partage, donc comme l'espace relais et le frigo solidaire, où est-ce que les gens peuvent déposer tout ce qui, comment je pourrais dire, ils peuvent déposer de la nourriture au frigo solidaire, mais aussi des articles de maison à l'espace relais. Donc, c'est 2 services qui sont complètement gratuits, où est-ce que les gens vont donner et recevoir. Donc, ça, c'est super. On a le comité de vie en résidence, qui est en fait un groupe d'agents ressources qui sont présents à l'extérieur des heures d'ouverture de la réception pour répondre à toutes les questions des locataires. Et la sécurité aussi, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, qui est là aussi pour répondre à vos besoins. Dans les commodités, on a la chance cette année d'avoir pu ouvrir un nouveau dépanneur. Donc, au sein même des résidences, vous pouvez avoir accès à un petit magasin finalement où est-ce que vous pouvez faire vos emplettes du lundi au dimanche. Donc, on est ouvert 7 jours sur 7. Vous avez des buanderies et des cuisines dans l'ensemble des bâtiments. Et nous avons aussi 2 espaces qui peuvent être réservés par les locataires, l'espace musique et l'espace Zoom. Donc, pour nos musiciens et pour les gens qui veulent se rassembler. Je vous ai mis une petite liste des activités qui ont été faites par le passé, juste pour vous donner une idée finalement de qu'est-ce qui peut être fait puis qu'est-ce qui a déjà été suggéré par d'autres locataires. Mais je vous invite surtout à aller voir notre page Facebook où est-ce que là, vous allez avoir tous les événements passés. C'est ça qui conclut en fait la partie sur les résidences. Toutes nos informations sont sur notre site Internet. Puis, il ne faut surtout pas hésiter à communiquer avec nous si vous avez plus de questions. Je passe la parole à Yannick. Merci Gaëlle et merci Annie de votre présentation. Donc, pour la prochaine section, c'est bien entendu les services du logement campus, comme on l'a un petit peu annoncé d'entrée de jeu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la vie en résidence, ce n'est pas une option pour vous, ce qui est possible, donc il y a aussi la possibilité d'être accompagné dans votre recherche par l'équipe du logement campus. Donc, on parle vraiment d'accompagnement. Bien sûr, on ne se substitue pas à vous, donc vous devez faire la recherche. Vous êtes aussi responsable de signer votre bail avec le propriétaire en question que vous allez avoir retenu pour votre appartement. Mais on est vraiment là pour l'accompagnement avec différents services. Donc, il y a vraiment un service pour vous aider dans la recherche. Je vais entrer un petit peu plus en détail dans ce service-là dans quelques secondes. Et il y a aussi un service conseil. Donc, parfois, on ne connaît pas très bien. C'est la première fois qu'on fait une location ou c'est la première fois qu'on fait une location à Montréal. Donc, les règles sont différentes. Il y a des choses à savoir. Et donc, on est là aussi pour vous accompagner là-dedans. Et pour vous répondre à vos questions s'il y avait des questions d'ordre légal, par exemple. Donc, pour vous aider dans votre recherche, on a une banque de logement. La banque de logement, en fait, elle est accessible dès que vous avez soumis, en fait, votre demande d'admission. Vous allez recevoir quelques jours par la suite un code d'accès, un mot de passe qui vous permettent de suivre votre demande d'admission, mais qui vous permettent aussi, dès l'instant où vous les recevez, d'accéder à la banque de logement.
Donc, la Banque de logement, c'est un site assez classique qu'on peut retrouver là, comme d'autres sites de recherche de logement. Par contre, elle est uniquement accessible aux étudiants de l'Université de Montréal, d'où l'authentification nécessaire. Et aussi, on présume par expérience que les propriétaires sont plus enclins à recevoir des étudiants. Donc, c'est quand même une bonne base de recherche au départ. La Banque de logement aussi, vous pouvez y mettre, par exemple, une alerte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous entrez en période de recherche active, bien, au lieu de revenir à chaque jour voir s'il y a des nouvelles offres, bien, en mettant une alerte avec les critères que vous souhaitez avoir pour votre nouvel appartement, bien, vous recevez automatiquement par courriel les nouvelles offres. Et il faut savoir que certains jours dans l'année, on peut recevoir 10, 15, voire 20, même plus d'offres par jour. Donc, ça peut être très bien d'installer l'alerte logement quand vous êtes dans votre période de recherche. Bien entendu, il est possible que vous ne trouviez pas votre appartement avec la Banque de logement, c'est tout à fait possible. Et donc, on vous a aussi, sur notre site, listé une série d'autres ressources qui vous permettent d'élargir votre recherche. On les a listés, non pas qu'on en soit des utilisateurs, donc encore une fois, c'est vraiment juste une liste qui n'est pas nécessairement vérifié dans le détail, mais ça vous donne un certain aperçu des recherches que vous pouvez faire et parfois avec certains critères, là, comme par exemple combo 2 générations, c'est une cohabitation intergénérationnelle, coloc, c'est pour trouver une colocation, pour des locations courte durée, donc ça vous permet un petit peu de préciser votre recherche. J'ai mis une flèche aussi vers le bas de la diapo pour vous amener quand même à considérer fortement les groupes Facebook. Avec le temps, c'est devenu un mode de recherche qui est quand même assez, qui a quand même beaucoup de succès. Moi, je le suggère, c'est-à-dire qu'au début, quand vous entamez votre recherche, ça peut être une bonne chose, mais c'est vraiment si vous n'êtes pas à Montréal, lorsque vous allez arriver sur Montréal, si vous n'avez toujours pas trouvé, là, ça peut être une option vraiment intéressante parce que c'est souvent des offres d'emploi, des offres de logement qui vont bouger très rapidement. Donc, il faut que vous soyez prêt à bouger souvent dans les quelques jours. Et c'est lorsqu'on arrive qu'on est plus en mesure de faire ça plutôt que lorsqu'on est à distance et qu'on fait notre recherche. Bref, à garder en tête comme solution assez intéressante. Je vais brièvement parler de quelques quartiers de Montréal. En fait, je vais en parler de 3 parce que c'est les quartiers qui sont quand même assez prisés des étudiants. Je vais vous faire un petit topo très rapide, mais bien entendu, il y a beaucoup plus de quartiers que ça à Montréal et vous pourriez trouver autre chose dans un autre quartier qui vous satisferait totalement. Le premier quartier à considérer, c'est celui de l'université, donc c'est Côte-des-Neiges. Vous voyez avec la carte du campus, en fait, le campus qui s'étend sur 3 stations de métro. Donc, en bleu, vous avez les 3 stations de métro qui desservent notre campus principal qui est sur le versant du Mont-Royal. Donc, Côte-des-Neiges, c'est un quartier très multiethnique avec une avenue commerciale avec plusieurs commerces, restaurants de différentes communautés culturelles. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et il y a aussi plusieurs bars. Donc, c'est un quartier très étudiant, forcément, avec la présence de l'université. Donc, il y a plusieurs cafés, bars, restaurants aussi qui sont très prisés des étudiants. C'est un quartier où il y a différents types d'appartements. Donc, il y a des très grands immeubles où toutes les charges sont incluses. Il y a aussi des appartements dans des plus petits immeubles qu'on appelle ici des triplex ou des duplex, où là, ben, c'est très souvent, les charges ne sont pas incluses. Donc, il faut vraiment bien considérer ça quand on fait notre recherche. Un autre quartier qui est très prisé, le plateau Mont-Royal, particulièrement par la population de Français. D'ailleurs, vous voyez un petit drapeau sur l'image qui a été dessinée. Donc, c'est un quartier qui est quand même central à Montréal, qui n'est pas très grand non plus, qui est desservi par la ligne orange du métro et qui est quand même avec un croisement pas trop loin avec la ligne bleue. Donc, c'est à l'est de la montagne, à l'est du Mont-Royal. Vous voyez l'université qui est plus vers le bas de l'écran. Et c'est un quartier où on a des appartements parfois de très grande taille qui est possible d'habiter à plusieurs. Donc, il y a des très, très grands appartements. C'est un peu plus cher généralement. C'est un quartier qui c'est quand même un peu gentrifié, si on peut dire, mais qui a plein de commerces, plein de restos, plein de bars aussi. Donc, assez intéressant pour la clientèle étudiante et qui est très prisé d'ailleurs à ce sujet-là. Et le dernier quartier qui est aussi intéressant et prisé par les étudiants, c'est Villeray, qui est vraiment au croisement de la ligne orange et de la ligne bleue. Donc, vous êtes à quelques stations de métro de l'université, mais vous êtes aussi à quelques stations de métro du centre-ville. Donc, c'est un croisement assez intéressant.
C'est un quartier qui est quand même un peu plus familial, là, de jeunes familles, mais il y a beaucoup d'appartements assez similaires à celui du plateau Mont-Royal. Et c'est vraiment la proximité du marché Jean Talon, de la Petite Italie, du parc Jarry, qui en fait, en plus de toutes les stations de métro, là, qui en fait un quartier qui est vraiment très bien situé et très apprécié aussi. Bref, aperçu des moyennes de coûts pour ces trois quartiers-là avec la moyenne de Montréal. Il faut comprendre, si vous n'êtes pas du Canada, un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, c'est marqué 3,5, 5,5. Généralement, la demi fait référence à la salle de bain et 3, c'est pour 3 pièces. Donc, généralement, dans un 3,5, vous allez avoir une chambre, une cuisine, un salon, par exemple, et un 5,5, ça pourrait être 3 chambres, une cuisine, un salon, ou ça pourrait être différentes configurations. À noter que dans le cas des appartements, contrairement à certains pays où les appartements sont annoncés par superficie, ici, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, quand vous faites une recherche, c'est important de se renseigner. À titre d'exemple, un 3,5 pourrait être beaucoup plus grand qu'un 4,5. Mais parce que c'est marqué 3,5, on peut avoir l'impression que c'est plus petit. Donc, c'est vraiment important de se renseigner sur la taille des pièces. Et là, les loyers font référence à une étude là, qui a été faite en 2019. Mais en 2020, bien entendu, ça risque d'avoir changé compte tenu de ce que vous savez déjà par rapport à la situation mondiale. Les meilleures périodes de recherche, ce qu'il faut comprendre, c'est que les propriétaires, ou en fait les locataires, doivent informer les propriétaires dans la période qui est 6 mois à 3 mois avant la fin de leur bail. Donc, le bail, c'est le contrat. Ce qui fait que si le locataire n'informe pas le propriétaire qu'il souhaite quitter et si le propriétaire ne demande pas, par exemple, une hausse de loyer, donc s'il n'y a aucune communication entre le propriétaire et le locataire, entre le 31 mars et le 30 juin pour un bail qui se termine le 30 juin, là, j'ai fait des petites erreurs de date. Bref, ça veut dire que le bail est renouvelé automatiquement. Donc, ce que j'essaie de vous dire finalement, c'est que les locataires doivent absolument signifier qu'ils vont quitter l'appartement et ça doit se faire dans les 90 jours à 180 jours avant la fin du contrat. Ce qui fait en sorte que les meilleures périodes de recherche pour quelqu'un qui voudrait trouver un appartement pour le 1er juillet, c'est environ 3 mois avant la date. Et si c'est pour le 1er septembre, c'est environ 3 mois avant la date. Donc, c'est les dates qui apparaissent dans le tableau. Ce qui est important de comprendre, cela étant dit, c'est que la période où il y a vraiment beaucoup de mouvements au Québec, c'est vraiment le 1er juillet. Donc, c'est là où vous allez avoir une plus grosse offre, mais c'est aussi là où vous allez avoir une plus grande demande. C'est sûr que si on est un étudiant qui n'est pas à Montréal ou qui habite à l'étranger, ça peut être un petit peu dommage de dire « OK, je vais prendre l'appartement pour le 1er juillet quand je commence juste mes cours à la fin ou début septembre », mais ça peut être aussi une option intéressante pour vous donner plus de choix, plus de possibilités. Donc, c'est à considérer aussi dans votre budget par rapport à une arrivée plus tardive. Quelques éléments à connaître avant de compléter. Bon, le bail, comme je l'expliquais, c'est un contrat. C'est ce qui est normalement légalement reconnu. En fait, vous devriez presque assurément exiger un bail écrit lorsque vous avez l'intention de louer un appartement. Certains propriétaires vont proposer des bails à l'oral, des baux, pardon, à l'oral. Et donc, c'est possible que, en fait, ça a la force de loi aussi, mais nous, on recommande pour éviter vraiment tout problème d'avoir un bail écrit. Il faut savoir aussi que vous avez, à titre de locataire, des obligations. Donc, ça, il faut bien en prendre compte. Pas parce que vous avez loué l'appartement puis que vous le payez que vous avez tous les droits. Donc, il y a quand même des choses que vous devez respecter. De la même façon, les propriétaires ont aussi des obligations envers vous lorsque vous faites la location d'un appartement. Et puis, par exemple, les réparations majeures, ce genre de choses-là, il y en a plein d'autres. Donc, c'est important à prendre en considération. Au point 4, le paiement du loyer, je vous dis ça parce que par expérience, j'ai vu ça à quelques reprises là, depuis que j'occupe ce poste-là, mais certains étudiants vont, pour se faire justice suite à un conflit avec un propriétaire, arrêter par exemple le paiement du loyer. C'est vraiment la dernière chose à faire. Il faut vraiment toujours maintenir le paiement du loyer. Normalement, c'est au 1er du mois. Le loyer ne devrait jamais augmenter au cours d'un bail, mais c'est important de maintenir son paiement et si vous avez une problématique avec un propriétaire, de juste développer un dossier en conséquence.
La session de bail, très souvent, si on vient par rapport au point 1, donc on sait que, comme j'ai dit, le bail, c'est un contrat. Donc, en principe, on ne peut pas briser un contrat. C'est important à savoir. Donc, si votre bail est du 1er juillet au 30 juin, bien, vous ne pouvez pas quitter avant le 30 juin, ou du moins, si vous le faites, vous pourriez être tenu de payer la totalité des mois de loyer. Maintenant, la cession de bail est quand même quelque chose qui est possible. La première chose à faire, c'est d'en discuter avec votre propriétaire si vous souhaitez quitter. Et là, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut vous demander, par exemple, de vous-même trouver un locataire. Et là, vous allez céder votre bail. Donc, c'est le locataire que vous avez trouvé qui va récupérer le contrat pour l'amener jusqu'à son terme. Et ensuite de ça, bien, le propriétaire pourra déterminer s'il veut reprendre un contrat ou un bail avec cette personne-là. Et enfin, la question des assurances, qui est souvent un volet qui est un petit peu négligé par les étudiants, soit par méconnaissance ou encore parce que les coûts associés sont, en fait, la pensée par rapport aux coûts, c'est que c'est assez élevé, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est quand même assez important parce qu'une assurance au Québec pour le volet logement contient deux dimensions. Le volet assurance responsabilité civile et le volet assurance de vos biens. Donc, le prix de votre assurance va dépendre vraiment du montant des biens que vous allez faire assurer. À titre d'exemple, si vous avez un ordinateur, quelques appareils électroniques, puis vous dites, bien, moi, la valeur de mes biens, c'est à peu près 5 000 bien, votre prime va être en conséquence ajustée au fait que c'est 5 000 Par contre, si vous estimez que vous avez environ 100 000 de biens, bien entendu, votre prime sera plus élevée. Le volet qui est le plus important, c'est surtout le volet de la responsabilité civile et ça vient ensemble. Donc, vous ne pouvez pas dire je vais prendre juste l'assurance bien ou l'assurance responsabilité civile. C'est une assurance qui comprend ces deux volets-là. Et responsabilité civile, en fait, ça vous protège si vous étiez responsable d'un sinistre. Vous avez fait en sorte qu'un incendie s'est déclaré, il y a des pertes associées à ça. Mais la responsabilité civile vous protège parce que l'assureur du propriétaire se retournerait vers vous, en fait, vers votre assureur, mais si vous n'aviez pas d'assurance, ça pourrait être vraiment problématique. Et une assurance, très honnêtement, vous pouvez vous en tirer là, normalement autour de 20-30 $. Il faut un petit peu magasiner par mois. Donc, ça vaut vraiment la peine et je pense que c'est absolument nécessaire. Mais parfois, vous êtes déjà couvert avec vos parents, donc il faut un petit peu regarder tous ces éléments-là avant de prendre une décision. Donc, voilà pour le volet logement hors campus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je pense que c'est Véronique qui va prendre la suite. Oui, on y a répondu un petit peu par écrit, mais en fait, j'ai effectivement quelques questions ici à proximité. Donnez-moi, je vous invite, là, Gaëlle et Annie, à ouvrir votre caméra, micro. N'hésitez pas si vous pouvez répondre à ces questions. Donc, une des premières questions qu'on a reçues est en lien avec les animaux de compagnie aux résidences. En fait, on demande est-ce qu'on a le droit d'avoir un animal de compagnie? Donc, les animaux de compagnie ne sont pas permis, mis à part pour les animaux d'assistance. Parfait. Super, je vais aller voir les autres questions. Encore par rapport est-ce qu'il y a un couvre-feu à respecter? Il n'y a pas de couvre-feu, donc, mais en fait, on vous demande de faire attention au bruit à partir de 23 heures. Mais il n'y a pas de couvre-feu du genre vous ne pouvez plus rentrer dans les résidences à partir de telle heure. Oui, tout le monde dodo à 10 heures. Donc, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'aux résidences, on demande ici, est-ce que je peux avoir des visiteurs? Oui, tout à fait. Donc, les visiteurs sont soumis aux mêmes règlements que les locataires. Donc, on vous demande de faire attention à vos voisins. Puis, quand on parle de visiteurs, c'est des personnes qui sont supposées venir vous voir peut-être quelques heures, peut-être pour un dodo, mais pas sur une longue période de temps. La colocation dans les studios simples n'est pas permise, puis elle peut être très dérangeante. On comprend. On demande également, peut-être spécifier, on a compris qu'on ne peut pas stocker notre nourriture là, dans les frigos de la cuisine commune. J'imagine qu'il y a des mini-frigos là, dans chacun des studios. Exactement, ça fait partie des meubles qu'il y a dans votre studio quand vous arrivez. Donc, vous avez un petit frigo. Puis, dépendamment de l'étage où est-ce que vous habitez, il y a un congélateur commun aussi dans les salons. Donc, ça, c'est un autre service.
Donc oui, exactement. Il n'y a pas de stockage d'articles de cuisine ou bien de nourriture dans les cuisines communes. Mm-hmm. Au niveau des assurances, on y a fait référence le plus au logement lors de la présentation, logement hors campus, mais est-ce que je dois avoir aux résidences des assurances personnelles? En fait, l'assurance qui est requise, c'est la portion responsabilité civile. Donc, vous n'avez pas besoin d'assurer les meubles ou vos effets si vous ne désirez pas les assurer. C'est la responsabilité civile qui est requise et ça fait partie des termes du bail. OK, parfait. Donc, lorsque c'est ouvert, lorsqu'on y a accès en dehors de ce contexte qu'on connaît tous, est-ce que c'est possible de visiter les résidences? En fait, oui, en tout temps, on peut visiter les résidences. Actuellement, en raison des règles sanitaires, il n'y a aucun visiteur dans les résidences. Donc, actuellement, non. On espère qu'on pourra rétablir la situation, mais il faut nous téléphoner ou nous écrire un petit courriel. Et de façon ordinaire, on peut passer aux résidences n'importe quand. On a même des studios qui sont possibles de visiter librement en tout temps. Super. Donc, on a une question de Rebecca ici qui demande, est-ce qu'il y a un site où on peut voir les logements à côté de l'université? Dans les faits, comme je l'expliquais avec la banque de logement, vous pouvez voir, nous, la règle de la banque de logement, c'est que les appartements soient à moins de 45 minutes en transport en commun. Mais bien entendu, il y a plusieurs propriétaires autour de l'université qui ont l'habitude d'afficher avec nous année après année. Donc, c'est possible de retrouver plusieurs logements sur la banque. Puis si vous êtes à proximité de l'université, c'est-à-dire que si vous venez à une certaine période à Montréal, c'est même possible, juste en déambulant dans les rues près de l'université, de trouver des offres qui ne seront pas nécessairement affichées sur les sites, mais que vous allez avoir directement sur les appartements disponibles. Oui, donc on voit souvent en se promenant à Montréal des petites affiches allouées avec un numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à vous promener puis découvrir les quartiers en même temps. C'est une très bonne idée. On a une autre question encore aux résidences. Est-ce que c'est possible de quitter en cours d'année les résidences? Alors oui, comme je l'ai dit dans la présentation, le bail est initialement de 8 mois, donc du 1er septembre au 30 avril de chaque année. Mais en tout temps, avec un préavis de 45 jours, le bail peut être résilié. Donc, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Les étudiants arrivent et se font des amis, puis décident finalement d'aller en logement. Donc, c'est très souple comme règle. Donc, c'est possible de quitter en cours d'année sans problème. Excellent. Une autre question ici. Peut-être plus pour Yannick. On demande, est-ce que c'est facile de trouver un appartement à Montréal? Surtout en ce moment. C'est une bonne question, mais bon, en ce moment, il y a comme deux phénomènes inverses. C'est qu'on était vraiment dans une pénurie à Montréal d'appartements. Cette pénurie-là, d'après les études, elle est fortement due à justement l'arrivée de nouveaux immigrants et aussi des étudiants internationaux. En ce moment, comme vous en doutez bien, tout ça est un peu au ralenti, ce qui fait qu'il y a plusieurs offres qui deviennent disponibles. Et aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui offraient des appartements en courte durée, par exemple avec Airbnb, qui maintenant doivent remettre leurs appartements plus sur des locations de longue durée, c'est-à-dire sur une base annuelle plutôt que par soir ou par nuit. Ce qui fait qu'on a une plus grande facilité en ce moment, mais est-ce qu'elle va rester quand la pandémie va prendre fin et qu'il y aura un retour des étudiants internationaux à Montréal? C'est plus difficile à évaluer à ce stade-ci, je dirais. Anna nous demande, est-ce qu'on doit faire une avance ou une caution pour le paiement d'un logement normalement? C'est une très bonne question. Contrairement à beaucoup de pays, je sais qu'en France, c'est le cas notamment, ce n'est pas légal au Québec de demander une caution sur un appartement ou pour une clé ou pour des meubles, par exemple. Par contre, ce que je dis toujours, puis là, il faut faire très attention, c'est qu'il y a la loi, puis il y a ça avec quoi vous êtes à l'aise d'aller. Je m'explique, c'est que parfois, il y a tellement peu d'appartements, puis il y a des propriétaires qui vont en profiter pour faire des demandes qui ne sont pas légales. Mais ça va être tellement difficile de faire la démonstration que les propriétaires ont demandé ça, que vous êtes peut-être mieux si vous êtes à l'aise avec une caution. Vous dites, moi, je veux cet appartement-là, la caution, ça me va, je suis habitué de faire ça dans mon pays.
de la mettre et comme ça de vous assurer d'avoir une place. Ça ne demeure pas légal, mais c'est comme dans n'importe quoi. Si on est à l'aise avec ce volet-là, on peut y aller. En fait, c'est ce que je suggère quand je vois des cas où les appartements sont plus difficiles parce qu'il y en a beaucoup moins disponibles. Ouais. Je rajoute en complément pour les résidences. En fait, non, une caution, non, c'est pas légal, mais par contre, le propriétaire et aux résidences, on fait exactement la même chose, a le droit de demander le premier mois de loyer. Donc, c'est un dépôt et ce montant est applicable au premier mois d'occupation. Donc, en résidence, quand on fait les offres de location, comme les autres propriétaires à l'extérieur, ça, c'est de mise de demander le premier mois de loyer. Merci, Annie. Donc, au niveau, encore une fois, des résidences, est-ce qu'il y a des logements, c'est seulement pour les étudiants, hein? Donc, c'est pas, on ne peut pas, en fait, y apporter notre famille. Les places sont limitées, là. En fait, on est un peu limité avec la structure de notre immeuble. Donc, tout ce qu'on offre, c'est des studios simples et comme j'ai dit tantôt, des studios doubles qui peuvent être occupés par 2 personnes. Donc, on n'a pas de logement en tant que tel dans les résidences de l'université. À ce moment-là, il faut se tourner vers le service de logement hors campus qui pourra vous accompagner dans la recherche d'un logement à proximité du campus, mais pas dans les résidences universitaires. Parfait. Donc, on a compris que les résidences, en fait, c'est pour les étudiants, évidemment, de l'Université de Montréal. Donc, on a demandé, est-ce qu'on peut déjà faire une demande de réservation, même si on n'a pas reçu encore notre réponse d'admission à l'université? Oui, tout à fait. En fait, les inscriptions s'ouvrent le 1er mars à 9 h. Premier arrivé, premier servi. Donc, même si vous n'êtes pas encore fixé sur votre choix d'études ou d'université, vous inscrire le 1er mars, ce n'est pas un engagement. Ce qui sera plus engageant, c'est l'offre de location qui viendra plus tard vers le mois d'avril. Donc, il faut être étudiant quand vous allez occuper les lieux. Parfait. Donc, au niveau des logements, là, quand on parle des logements hors campus, en fait, à part le prix du loyer là, mensuel, est-ce qu'il y a d'autres types de dépenses qu'on doit prévoir? Oui, bien c'est important en fait de regarder, comme je l'ai expliqué un petit peu dans la présentation, il y a des appartements où tout est inclus. Parfois, c'est en partie inclus. Je donne un exemple. Certains appartements vont inclure l'eau chaude, mais pas le chauffage, donc eau chaude, éclairage. Donc, quand c'est tout inclus, c'est clair que toutes ces charges-là, vous n'avez pas à les considérer. Par contre, c'est plutôt rare que le service Internet serait inclus. Ça arrive avec certains propriétaires. Donc, il faut vraiment regarder ces différents éléments-là. Si vous prenez un appartement dont rien n'est inclus, donc il va falloir prévoir justement toutes les charges associées. Il faut avoir en tête qu'en hiver, au Québec, c'est plus froid si vous n'êtes pas du Québec, ceux qui écoutent en ce moment. Et donc, les coûts de chauffage peuvent être très, très élevés comparativement à ce que vous connaissez. Donc, ça, il faut avoir ça en tête. Puis, un des coûts dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la question des assurances à regarder comme il faut. Je suggère fortement d'en prendre. Je sais que plusieurs étudiants ne le font pas parce que je les rencontre à ce sujet-là. Mais ma suggestion par expérience, c'est de regarder attentivement pour en prendre. Génial. On va prendre une dernière question puisque le temps file. D'ailleurs, si jamais vous voulez aller voir les sites en fait des résidences, zoomresidence.ca et puis le site des logements hors campus, donc logement.umontréal.ca, vous y trouverez toutes les réponses et les points de contact si jamais vous avez des questions. Donc, tout à coup, 4 questions sont entrées en même temps, évidemment. Donc, je vais y aller au hasard. Donc, au Canada, est-ce qu'il existe une taxe d'habitation? La réponse, c'est non. Il n'y a pas de taxe d'habitation. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Ben, c'était super. Merci à vous trois pour cette belle présentation. Ça nous a beaucoup, en fait, on a eu beaucoup d'informations sur les résidences sur le campus, mais également là, sur le logement hors campus. Donc, merci à la maison d'avoir été avec nous. Si jamais vous voulez revoir cette conférence-là, elle sera disponible sur la page Les portes ouvertes se poursuivent. Donc, merci Yannick, Annie, Gaëlle, puis à bientôt, j'espère. Merci. Au Bye revoir. bye.